Quand je lance le DVD de Cars 2 pour la première fois, j'ai 6 ans. Et je m'attends à ça. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Ça, c'est la légendaire intro de Cars. Et 9 ans plus tard, quand je lance le DVD du deuxième opus, l'écran s'allume, le son arrive à mes oreilles et... Mrs. Agent Leland Turbo. I have a flash transmission for Agent Finn McMissile. Pas de V8, pas de NASCAR, et pire, pas de Flash McQueen. Non, à la place, littéralement James Bond. Bon, la ref est pas du tout subtile, mais au moins elle nous met dans l'ambiance. Et si Cars avait marqué les esprits en 2006 avec son intro, la Cars 2, waouh. Regardez-moi ces reflets dans l'eau, ces cheminées. On est en 2011. La 3D est juste parfaite. Je sais pas combien a dû coûter cette séquence, mais on sent la volonté de faire aussi bien que le 1. La séquence dure 7 minutes 30, et c'est 7 minutes 30 d'action brute, des explosions, des crashs, des flashs, et au bout d'à peine 4 minutes, le cadavre de celui qui venait de nous introduire le film. En fouillant dans les scènes coupées du film, j'ai découvert une autre version de la séquence d'ouverture, qui aurait été bien plus fluide dans la logique du spectateur. Bon, je vais pas la laisser en entier parce que même là Disney pourrait venir m'embêter, mais bref. Imaginez si cette séquence avait été la première du film. Je pense qu'elle aurait complètement changé son visage. On est venu voir des V8, et on a des V8. On est venu voir Flash McQueen, on a Flash McQueen. Une séquence d'ouverture, elle est censée nous montrer les enjeux et les personnages. Pour James Bond, je crois qu'on a compris. C'est un film d'espionnage. Le personnage principal c'est l'espion, il s'appelle Finn McMissile, c'est bon, je crois qu'on n'a pas besoin de... Ah, attendez, il est là lui au final. Pixar, ça fait 10 minutes que vous nous expliquez qu'on n'aurait pas de vroom vroom. D'ailleurs à mon plus grand désespoir. Mais alors, qu'est-ce qu'ils font là eux ? Dans l'idée, on est face à une sorte de 2 séquences d'ouverture qui suivent et qui n'ont absolument rien en commun. D'ailleurs je suis même sûr que si... Non. Attendez, j'ai une idée qui me vient, attendez... Bon, je pense 10 heures, je reviens. Bon, c'est beaucoup trop de travail pour prouver un truc que j'aurais mis 30 secondes à expliquer, mais j'étais persuadé qu'il y avait tellement de séquences dans le film qui n'avaient absolument aucun lien entre elles, que juste en coupant des morceaux, je pouvais créer 2 films différents. 2 plus clairs, avec leurs personnages, leurs intrigues, leurs décors. Pour le coup, ce que ça m'a permis de comprendre, c'est la manière dont le film avait été structuré. La première moitié du film, elle est très fragmentée, avec des séquences d'espionnage et des séquences de course qui sont bien séparées les unes des autres, et plus on s'approche du climax, plus le montage alterné s'intensifie, jusqu'à ne créer qu'une seule grosse séquence mélangée, extrêmement chargée, où il faut le dire, c'est un peu beaucoup flou. Avec le recul, je pense que là où on peut être déçu de Cars 2, c'est le gros trou qu'il a créé entre le 1 et le 3, qui sont 2 films bien plus axés sur le côté sport et histoire de la voiture. Mais en vrai, le film il s'appelle littéralement Voiture. Donc en 2011, quand le film y sort, mis à part dans la logique du spectateur, il n'y a absolument aucune raison de rester avec la même intrigue et les mêmes personnages. Un film qui s'appelle Voiture, c'est pas forcément un film de NASCAR. Oui d'ailleurs, petit fun fact comme ça pour les voitures françaises et allemandes, à la base dans le film, il devait y avoir plusieurs autres grands lieux majeurs, avec l'Allemagne par exemple. Mais bon, pour avoir vu les scènes coupées, c'était globalement Martin à la fête foraine. Mais ce qui a surtout retenu mon attention dans les scènes coupées, c'est la présence d'une course légendaire, les 24 heures de Paris. Ouais, sous la tour Eiffel, autour de la place de l'Étoile, une vraie endurance en plein cœur de Paris. Ça aurait été juste fou. Je suis dégoûté qu'il l'ait pas gardé et je parle très premier degré. Par contre, là où je pense que Pixar a fait une grosse erreur, c'est d'avoir absolument cherché à garder l'intrigue de Cars 1. Oui, l'argent, c'est bien, mais déjà le film est extrêmement fouillis, et en plus de ça, ça crée une petite déception, puisqu'à la fin, il n'y a aucune des 2 intrigues qui sont complétées à 100%. Mais depuis tout à l'heure, je donne peut-être l'impression de ne faire que cracher sur le film, parce que oui, l'intrigue du 1 est trop présente. Oui, elle ne met même pas assez en avant le vrai sujet, mais je crois que je pars pas avec le bon œil. J'en ai parlé autour de moi avec ceux dont le film a réellement marqué l'enfance. Et en fait, pour eux, ce film, c'est LE film. Là où Cars 1 visait dans l'écriture à la fois évidemment les enfants, mais aussi un public passionné plus adulte, Cars 2 assume complètement sa cible. Et en ça,
le film est réussi. Mais bon, ici on est sur La Roue Dentée, donc on parle de voitures. Toute l'intrigue du film tourne autour des nouveaux carburants, une alternative au lobby pétrolier qu'on voit dans la séquence d'ouverture. Alors déjà, je crois que c'est la première fois que j'entends parler de lobby dans un Pixar, mais venant du sergent, alors là... Once big oil, always big oil. Bon, on découvre très vite un carburant alternatif, un carburant écologique qui vient répondre à des décennies de dépendance pétrolière, de pollution massive et de toutes ces problématiques qui nous sont longuement développées tout le long du film, et pour expliquer à quel point le pétrole c'est mal... It's a fossil fuel. Fossil, as in dead dinosaurs. Ah non, ok, ça c'est la seule explication en 1h45 de film. Les dinosaures sont morts, donc le pétrole c'est mal. Ok, merci Martin. What happened to the dinosaurs now? On a donc une voiture électrique, patron d'un géant pétrolier, qui nous présente son énergie miracle, son énergie du futur, l'éthanol. L'alinol, pardon. On est en 2011. L'éthanol a été légalisé en France en 2007, et c'est une époque où, à part quelques initiés, c'est un concept qui reste encore très lointain. Un carburant qui peut être écologique, c'est étrange. Et en plus, cet alinol, il a un problème. Quand on l'expose à des ondes électromagnétiques, il fait exploser les moteurs. Paf! Et je sais que ça peut paraître un peu bête, mais je me suis demandé si c'était vraiment possible dans la réalité. Déjà, les ondes électromagnétiques, qu'est-ce que c'est ? C'est des ondes capables de se déplacer dans à peu près n'importe quel milieu et relatant de mouvements de charges électriques. Waouh! Globalement, les ondes radio, les micro-ondes, la lumière et tous les autres trucs compliqués que vous voyez sur ce schéma. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment immobiliser une voiture à l'éthanol avec des ondes électromagnétiques ? Eh bah dans la théorie toujours, oui. Les micro-ondes par exemple, en les envoyant en grande quantité, elles pourraient vaporiser celui-ci, et avec une combinaison d'oxygène et de métal pointu, les arcs électriques pourraient bel et bien enflammer l'éthanol. Par contre, professeur Zundap, calme-toi, déjà ça m'étonnerait que ton canon il fonctionne en vrai, et en plus, aujourd'hui, on met de l'éthanol un peu partout dans tous les carburants. C'est pour ça le E10 par exemple, dans le samplon. Parce que 10, c'est pour 10% d'éthanol dans l'essence. Mais en parlant du professeur Zundap et des personnages, il faut dire que le film nous offre un très très beau casting. Cars se finissait sur Michael Schumacher, oui le vrai, mais là, je crois que Cars 2 met la barre peut-être même encore plus haut. C'est David Hobbs qui nous présente le championnat tout le long du film, dans son propre rôle, David Hobbs Cap, doublé en français par s'il vous plaît juste Jacques Villeneuve, co-casté par tout simplement Darrell Waltrip, un des plus grands pilotes de NASCAR, accompagné par Brent Musburger. Et puis en coureur on a juste Fernando Alonso, une évocation à Ayrton Senna, Jeff Gordon, le mec a gagné 4 Winston Cup, juste ça, c'est un géant de la NASCAR. Et puis dans la série on ramène du beau monde, juste Sir Lewis Hamilton dans son propre rôle, et puis notre fierté nationale, Monsieur Loeb. Alors ça a jamais été officiel, mais quand on nous explique que c'est le plus grand pilote de rallye du monde et qu'il est alsacien, bon bah je crois qu'il n'y a plus vraiment de doute à avoir. Enfin bref, quand Pixar nous dit on a réuni les meilleurs pilotes du monde, c'est le cas. Et pour les voitures, le casting lui est tout aussi élevé. J'ai parlé de Finn tout à l'heure, la référence directe à James Bond dans sa DB4, mais il y a aussi l'Eland Turbo, son meilleur ami, une Jaguar Type E, juste la voiture reconnue par Enzo Ferrari comme la plus belle voiture du monde, rien que ça. Un clin d'œil direct à la marque British Leyland, au sommet de l'Angleterre tombée dans les années 90. Et tant qu'à s'arrêter sur les modèles, une des grandes problématiques du film, c'est les vieux tacos. Mais oui, les méchants du film, les Pacers et les Gremlins. Alors, personnellement, j'aime beaucoup ces voitures. C'est peut-être parce que je suis un peu bizarre, mais il faut savoir qu'aux US, c'est vraiment des voitures qui sont moquées. Bon après, comparé à des américaines plutôt classiques, c'est vrai que c'est compréhensible. J'avais déjà parlé du professeur Zundap, Zundap qui est littéralement le plus grand constructeur de bombes et d'obus de l'histoire. Mais sur les méchants, faut avouer que la prod s'est fait plaisir quand même. Zundap, Gremlin, Pacer, Isetta et surtout les voitures soviétiques. Vladimir Trunkov, le camion. Vous l'avez forcément déjà vu à la télé. Oui, celui qui tire les missiles. Et surtout, Trunkov, la limousine présidentielle. Et oui, c'est la même marque qui fait les camions et les limousines. Faut pas poser de questions, apparemment c'est normal en Russie. Et quand t'as parlé de voitures, un des points sur lesquels on peut pas passer à côté, le plateau. Et oui, Cars 2 c'est avant tout l'occasion de réunir les meilleures voitures de leur catégorie pour voir laquelle est la plus rapide. Et je crois qu'on est servi. Voir un Sébastien Loeb contre un Hamilton, avec une GT3 contre une WRC, sur un circuit qui favorise aussi bien l'une que l'autre, je crois que c'est la course dont on a toujours un peu rêvé.
Non, en vrai, je me demande vraiment si c'est possible de l'organiser en vrai, genre sur simulateur ou un truc comme ça, parce que c'est vrai qu'en vrai, ça coûterait un peu cher, mais sur simulateur, ça peut aller. Non, en vrai, je me dis, quand même, organiser ce genre de course, ça va. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette première manche du World Grand Prix. Cette course si célèbre qui réunit nos 11 meilleurs pilotes de chaque catégorie NASCAR, Formule 1, DTM, WRC et tant d'autres. Nos 11 pilotes réels, pilotes sim racing. Nous sommes aujourd'hui sur Assetto Corsa, sur ce mythique circuit de AC Francorcciata, si je ne me trompe pas. Pour cette magnifique grille, nous avons pour la Formule 1 Carton, ensuite pour la LMP1, nous avons Ken Pufredge, pour la WRC, nous avons Kinney, la DTM, nous avons le grand Alex Master, pour la 787B, nous avons Drick Crozet, pour la NASCAR, nous avons le patron Nicolas Plantier, pour la GTE Aston, nous avons Max 16, pour la GT3 Brabham, nous avons David, pour la GT2 BMW, nous avons Cédric, et enfin pour la GT2 Ferrari, nous avons Alan. Et il faudra faire très attention à ces pilotes qui sont de suite sous vos yeux, très chaud, le pied droit très lourd aussi. Et juste je précise très rapidement que le classement en haut à gauche n'est pas exhaustif, puisque ce logiciel de mort ne fait que bugger. Donc je suis désolé d'avance, mais ce classement ne sera pas exhaustif. Et les feux qui de suite vont passer au vert dans quelques instants, ça y est, le drapeau vert a été agité. Toutes les voitures se ruent vers le premier virage très mouvementé. La LMP1 prend déjà ses distances avec la Formule 1 et la DTM. Dans l'arrière-course, c'est la 787B. La Toyota LMP1 numéro 1 pilotée par Ken Pufredge qui prend la tête. Comme vous pouvez le voir déjà, certaines voitures sont mises à l'épreuve. Oui, et puis on voit que les premiers jumps font leur premier mort avec cette 787B, cette NASCAR. Non, Flash McQueen qui sort de la piste pour cette premier jump. Ah là là, quelle déception de la... Et puis la DTM, oulala. Attention. Le contact. Et je pense qu'il y a même eu un super accident après avec la GT2 Ferrari. Oulala, à voir, premier tour. Les voitures de route, effectivement, tu le disais. Oh, le beau drift de la part de Drick Crozet. Les voitures de route sont effectivement mises à rude épreuve. Ça montre aussi un peu la maîtrise des pilotes à gérer un peu ces voitures sur des terrains qui ne sont pas faits du tout pour ces voitures. Oui, alors qu'on voit cette Brabham GT3, aïe, et oui, effectivement, une voiture très travaillée sur l'aérodynamique qui malheureusement n'est pas à l'aise sur la terre. Dans la NASCAR, on va peut-être voir une attaque par l'intérieur, bien joué c'est beau de Nicolas Plantier. NASCAR qui passe devant une GT3. Et alors que nous voyons maintenant ce circuit, ce mythique circuit de Francorcciata, ce mythique circuit de Franciacorta vu du haut avec ce magnifique plan drone qui nous permet de voir toutes ces voitures de haut. Et alors que nous voyons un dépassement entre deux GT3 qui s'opèrent sous nos yeux, nous voilà maintenant plongés dans cette LMP1 de tête qui se sort. Aïe. Plusieurs dixièmes ont été perdus et ça permet donc à la Formule 1 de trouver de l'intérieur. Et non, c'était pas loin. De trouver l'intérieur, mais pas de chercher l'intérieur. Alors que nous sommes maintenant plongés avec cette caméra posée sur cet aileron arrière, cet immense aileron de requin de la LMP1. La Formule 1 toujours à la recherche de l'ouverture et... Oh là là, non! Ça a tapé fort là. Là ça a tapé fort. Quelques difficultés même pour démarrer. En même temps, c'est lui qui a la plus vieille voiture du plateau, cette groupe C des années 90, et ça glisse encore. Ça glisse et c'était contrôlé. C'était contrôlé, c'était très beau même. Maintenant dans cette... Oh, la Toyota qui part à la faute, et qui permet à la Formule 1, pilotée par Carton, de prendre la tête de cette course, qui part maintenant dans cette vague de jump. Oula. Et il part pas que dans cette vague de jump, il part aussi au tapis. Voilà. Ce qui permet donc à Ken Pufredge de reprendre la tête de cette course. Et nous voyons maintenant une bataille entre Ferrari GT2 et... Ouh là là, ça va taper, ça va taper. Est-ce que ça serait du mauvais jeu? Je pense pas. Non. Je pense juste que la WRC est peut-être légèrement plus à l'aise que la GT2 sur le tarmac, sur le gravier, pardon.
Ouais. J'aurais pensé que la WRC aurait fait de meilleurs résultats, mais oh non, la Formule 1, Aïe aïe aïe, là. avant cette ligne d'arrivée qui se fait doubler par la mythique. Ouais, avec cet évitement de la... Non, mais la 787B avait un tour de retard, je Oui, crois. D'ailleurs, on m'en voit doutais. déjà la Formule 1 qui rattrape. Oh là, et la belle sortie de piste de cette Aston GTE. Et puis, ça va être la ligne d'arrivée en triomphe pour notre cher ami Kent Lefredge. On le voit ici dans sa Toyota numéro... Je ne sais pas quel numéro, mais qui va passer cette ligne d'arrivée en première position. En tout cas, très belle course de la part de Kent Lefredge. Et maintenant, ça va être au tour de Carton de franchir cette ligne d'arrivée en deuxième place. Suivi de très près par cette Mazda 787B pilotée par Drick Crozet. Et nos derniers participants semblent passer cette ligne d'arrivée avec la WRC pilotée par Kinney. GT3 et NASCAR avec Flash McQueen qui passe cette ligne d'arrivée en 6ème position. Bravo à lui sur cette, bravo à Nicolas Plantier sur cette NASCAR, car ça ne doit pas être facile tous les jours sur le gravier. Et nos derniers pilotes qui passent la ligne d'arrivée. Quelle excellente course. Merci beaucoup Yuen de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. C'était tout pour nous et on vous dit, on sait pas s'il y aura une autre édition. Mais On vous dit à bientôt, on l'espère en tout cas. C'est quand même l'erreur de débutant. Il n'y a pas plus débutant comme erreur que d'appuyer sur le bouton enregistrer.